Je m'appelle Daniel Travier, je suis originaire de Saint-Jean-du-Gard. Je suis aussi, c'est souvent comme ça qu'on me désigne, comme fondateur du musée des vallées cévenoles. Alors, à l'origine, avant la création, avant 1970, bon, il y a un certain nombre d'évolutions en France qui fait qu'on va s'orienter vers la création de parcs nationaux avec la loi de 1960 sur les parcs nationaux, mais qui étaient des parcs plutôt construits sur le modèle américain des grands espaces de nature absolument vierges de tout accès de l'homme, etc. Donc, avec des visions, protection de la nature, naturalistes, très fortes. Et d'ailleurs, les premiers parcs qui ont été créés avant le parc des Cévennes étaient des parcs d'altitude, où la présence de l'homme était bien moindre que dans les Cévennes. Et c'était cette vision qui était absolument dominante. Sauf qu'on crée les Cévennes en 1970, et là, on a un parc habité. C'est-à-dire avec une présence humaine et donc un impact de l'homme sur son environnement depuis l'origine extrêmement fort. D'ailleurs, à ce moment-là, le parc des Cévennes avait très mauvaise réputation. Chez nos confrères des autres parcs, on considérait que c'était une ineptie. C'était vraiment le canard de la couvée. On ne comprenait pas pourquoi on avait fait un parc dans les Cévennes. Alors, c'est vrai qu'au départ, avant qu'il y ait la mission d'études et avant, bon, il y avait des promoteurs du parc dans les Cévennes, enfin sur le territoire Causse et Cévennes. Il y avait des promoteurs qu'on peut schématiquement trier en deux camps, en deux catégories. Il y avait autour de Maître Bio des gens qui avaient une vision du parc essentiellement forestière, c'est-à-dire des zones à replanter, à entretenir pour la forêt, donc il y avait une certaine vision liée à la nature, bien que c'était quand même des industriels de la forêt un peu, mais enfin bon, il y avait une vision forestière du parc. C'était plutôt la tendance lozérienne et du Conseil général de la Lozère. Et puis, il y avait une autre vision qui était soutenue par l'association Fonds Vive, autour du docteur Richard et du docteur Pelé, où là on était plus, Richard c'était les Vences, c'était l'Ardèche, et Pelé c'était Génoyac, donc on était plus sur la partie gardoise, qui appelaient de leur vœu un parc national culturel des Cévennes. C'est-à-dire que pour eux, c'était un parc où ce qui intéressait, c'était la présence de l'homme au milieu de son environnement, et les interactions qu'il y avait eues au cours du temps entre l'homme et son environnement. Ça, c'était extrêmement fort. Bon, évidemment, par rapport à la loi de 1960, cette vision-là a été en partie gommée avec une vision essentiellement naturaliste, conforme à la loi de 1960. Alors, quand même, il y avait dans ce parc, qui n'était pas nécessairement dans les autres, comme en plus, on avait une zone centrale habitée, mais une zone périphérique qui, elle, était extrêmement dense par rapport aux autres parcs aussi. Vous avez des zones périphériques qu'on peut habiter, mais là c'était très dense. On avait mis en place un service qui était animé par une personne, Jean Rouvet, à côté du directeur de l'époque, Alexis Monjos, donc Jean Rouvet, qui était un homme, profondément un homme de culture. C'était un adjoint de Jean Vilar, c'est le régisseur de Jean Vilar, quelqu'un qui avait une vision de la culture traditionnelle extrêmement forte, et qui, effectivement, dans ce territoire, plaçait l'homme au centre de ce territoire. Mais administrativement, j'allais presque dire, il était seul, Rouvet. Administrativement, au conseil d'administration, au conseil scientifique, ce n'était que les sciences de la nature qui étaient représentées. Pour vous dire, le premier
membre représentant les sciences humaines qui est entré au conseil scientifique, c'est le recteur Joutard, enfin le professeur Philippe Joutard, professeur d'histoire, spécialiste des Cévennes et des Camisards, qui est entré en 1976, c'est-à-dire 6 ans après la création du parc. Je rappelle que la commission culture n'existait pas, et on a un homme comme Joutard qui effectivement a dû se battre et rabâcher en permanence, tant au conseil scientifique qu'au conseil d'administration où il était entré en tant que représentant des associations cévenoles. Et en permanence, il répétait, mais sachez que dans ce pays, l'histoire et le fait religieux sont tout autant fondateurs que la géologie. Donc c'était un message extrêmement fort, et puis bon, qui a fait un peu évoluer les choses. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui ont vraiment agi dans ce sens-là. C'est quelques directeurs, parce que parmi les directeurs, il y a qui ont des visions plus naturalistes, d'autres, bon, plus... et je voudrais citer, évidemment, Émile Leynaud, Guillaume Benoît et Jacques Merlin, soit en tant que sous-directeur, soit en tant que directeur, qui avaient cette vision vraiment de l'homme fondamental dans ce milieu. Des agents du parc aussi, bien entendu, qui avaient cette vision-là, et même à l'époque des agents, des moniteurs gardes, comme on les appelait, parce qu'ils étaient issus des Cévennes, c'était des enfants de paysans, et ils savaient quelle était l'importance de la place de l'homme dans ce milieu. Ils savaient que dans ce pays, c'est l'homme qui a construit. La main de l'homme, elle est strictement partout. C'est un pays qui a été construit, des paysages qui ont été construits de main d'homme, et que donc, même au niveau de la biodiversité, ben, c'est une relation entre la nature et l'homme qui a donné la biodiversité que l'on connaît. Donc, qui en a été très très conscient. Et puis avec ça, bon, certains administrateurs, comme qui est arrivé après Joutard, le préfet Robert Poujol, qui était aussi un des historiens des Cévennes, qui lui était au conseil d'administration en tant que personnalité qualifiée au niveau des traditions et de la culture cévenole. Bon. Il y en avait un, c'était lui, et il a été très insistant, et c'est à lui qu'on doit la création d'une commission culture. Il s'est battu pour ça. À côté de lui, il y avait aussi un élu, donc il n'était pas en tant qu'historien ou universitaire, hein, c'est Claude Loriol qui était le maire de Pont-de-Montvert à ce moment-là, et conseiller général. Il est entré au conseil d'administration en tant qu'élu, mais il a apporté forcément sa contribution des sciences humaines dans le lot. Et puis, il y avait la personnalité extraordinaire de Paul Flayol, qui était un élu, petit élu de la vallée française, de Moissac, vallée française, qui était un agriculteur, mais qui était très investi dans toutes les instances agricoles du département de la Lozère, la Chambre d'agriculture, la SAFER, il présidait tout. Enfin bon, je veux dire, c'était une personnalité très forte, en plus très engagé dans la communauté protestante, et un homme de très grande culture. Il avait un bagage intellectuel extrêmement important. Et en tant que président de la commission permanente, il a pu aussi avoir une influence sur cette ambiance-là. Et puis, bon, je me suis greffé dans la suite de ces personnalités pour continuer leur œuvre. Et donc, petit à petit, on voit les choses qui évoluent au parc dans le sens d'une meilleure appréciation de la présence de l'homme sur ce territoire. Après, le parc aussi va développer des animations culturelles. Au temps de M. Rouvet, pour faire sortir les Cévenols de leur vision très fermée, Rouvet avait imaginé le faire par la culture, mais la culture traditionnelle, le théâtre, enfin voilà. Et il avait mis en place dans les masses, dans les hameaux, des veillées avec des artistes, des musiciens, des concerts, des grands spectacles dans les bourgs, voilà. Le parc a dit il faut qu'on se recentre sur le patrimoine.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette par les animations culturelles, qu'elles soient orientées plutôt sur le patrimoine, puisque on est là pour défendre le patrimoine naturel et culturel. Maintenant, ça a commencé à faire son chemin. Et donc, on va plutôt faire des animations dans ce sens-là. Et ça a été la création du Festival Nature. Mais comme son nom l'indique, on voit déjà encore la connotation naturaliste du festival, qui a commencé avec quelques animations, et puis qui s'est largement développé grâce à l'efficacité d'un agent qui s'est complètement démené pour ça. C'était Sylvette Huguet qui a fait un travail tout à fait considérable, et de quelques animations, on est arrivé à plusieurs centaines d'animations, jusqu'à presque 500 ou pratiquement, ou peut-être dépassé, je ne me rappelle plus, mais 500 animations annuellement. Ça a commencé par l'été, puis c'était sur toute l'année, et des animations qui étaient des conférences, qui étaient sur des thèmes locaux, des randonnées, des découvertes de sites, etc. Et où là, on avait à peu près un tiers naturaliste, 2 tiers des sciences humaines. Mais là encore, on voit cette évolution où on a développé les animations sur l'ensemble du territoire, en invitant les gens du territoire à y participer en tant qu'intervenants, et aussi pour l'animation de ce territoire. Donc, ça, c'est dans l'animation culturelle. Il y a un autre aspect qui me semble tout aussi important, c'est que, on disait, il y a de la recherche naturaliste, hein, on fait des inventaires floristiques, faunistiques depuis le début, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne lance pas de la recherche en matière patrimoniale, dans tous les domaines, et notamment dans le patrimoine immatériel, mémoire orale, etc. Alors, Paul Flayol, il disait toujours, ce qu'il disait être un proverbe africain, j'en sais rien, mais ça m'avait très marqué. Il disait, quand un paysan meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc, il était partisan que le parc se lance dans la collecte ethnographique sur la mémoire orale, sur la mémoire liée à la toponymie, sur la mémoire liée au paysage, etc., etc. Et donc, petit à petit, ça a fonctionné, on a mis en place un certain nombre de recherches. Et puis il y a eu une autre expérience qui, alors, elle est beaucoup plus... Enfin, il y en a eu un certain nombre, mais je fais vite. Il y en a une qui, à mon avis, est tout à fait exemplaire et mérite qu'on s'y attarde 2 minutes. C'est la collecte de la mémoire orale dans le secteur de la vallée française et du pays de Calverte. Alors, au départ, quand avec un des ethnologues cévenols qui avait beaucoup travaillé avant même l'existence du parc sur ces sujets-là, et notamment en Vallée Longue, Jean-Noël Pelaine, avec Jean-Noël, on avait imaginé couvrir l'ensemble du territoire du parc en le faisant par secteur, un projet par secteur, et puis 2-3 années un secteur, puis on passait à un autre. Bon, malheureusement, on n'a fait qu'un seul secteur. Mais ce secteur-là a été imaginé. Et là encore, nous avons dit, il ne faut pas que ce soit le parc qui fasse ça. Il faut qu'on le fasse de concert avec les populations et leurs représentants. Et donc, en maîtrise d'ouvrage, il y a eu le parc, il y a eu la communauté de communes avec son président Pfister qui était très engagé sur le sujet, et en conseil, la DRAC, et notamment le conseiller pour l'ethnologie, Christian Jacquelet. Donc, la maîtrise d'ouvrage, c'était ça, avec un comité de pilotage, fait de représentants de ces 3 structures, plus des ethnologues patentés, qui avaient vraiment travaillé dans les Cévennes, qui connaissaient très très bien le sujet, et qui pouvaient orienter les enquêtes, dont faisait partie évidemment Paul Flayol, parce que c'était son souhait le plus cher, et donc il y a beaucoup participé à la réflexion du travail. Et on a confié, enfin,
pour une fois, non pas à un stagiaire ou à un élève, hein, à un ethnologue patenté, qui n'était pas sévenol, qui venait d'Occitanie, mais qui était quelqu'un qui avait des compétences réelles dans le domaine. Et il a fait ses enquêtes avec un comité de pilotage qui se réunissait tous les 15 jours. Donc c'était pour le suivi au jour le jour du travail de Pierre Laurence, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Et bon, mais il a fini son travail d'enquête. Alors il fallait serrer un peu les problèmes, hein. Les thématiques principales, si mes souvenirs sont exacts, c'était le légendaire historique, hein, l'au-delà des choses et le monde fantastique, hein. Et puis quelques éléments du conte, de la chanson pour la petite enfance en particulier. Mais voilà, des thèmes qui n'avaient pas été très exploités jusque-là. Donc, il fait son travail, et puis il nous rend un rapport d'études, voilà, qui est un gros pavé, qui a été envoyé à toutes les mairies du secteur, à toutes les écoles du secteur, immédiatement, de façon à ce que les gens, au moins dans les instances, enfin mairies et conseils municipaux qui avaient soutenu la chose et écoles, soient documentés. Mais immédiatement et dans la foulée, on a imaginé un numéro de la revue Cévennes avec un CD des textes un peu majeurs qui a été envoyé gratuitement à toutes les populations de ce secteur. Tout le monde a eu son... Voilà. Donc, ça a fait premier impact. Et puis, le temps qu'on travaille de façon un peu plus sérieuse à faire un livre, mais non pas le rapport scientifique, mais un ouvrage de vulgarisation en 2 tomes sur ce sujet, qui est sorti quelques années après, et que là encore, le parc a fait un effort plus que considérable. Il en a envoyé 200 exemplaires gratuits aux gens qui étaient intervenus, mais à un des membres des ayants droit, de façon à ce que dans les familles, ça subsiste. Et il a mis un prix coûtant, 23 €, je me rappelle encore comme si c'était hier, de façon à ce que maximum des populations cévenoles puissent acquérir cette mémoire de leur contrée. Et puis donc, alors il y avait aussi un CD avec le bouquet. Et donc, content de ça, on s'est dit, mais on traduit, on restitue l'oralité par de l'écrit. Et ça s'était toujours fait, tous les chercheurs en ethnologie, c'est comme ça que ça s'est fait. On a dit, on est un peu à côté de la plaque. Donc, il faut essayer de faire une restitution qui soit une restitution orale de ce qui a été collecté. Et sur le sentier de la Roquette, on avait un lieu, le Mas Chaptal, où on rêvait de faire une maison de la parole, une maison de... Voilà. Et on a dit, ben, on va faire là un spectacle qui va utiliser une partie du matériau collecté et agrémenté de bouts de films, de photos qui viennent bon, voilà, rendre ça un peu digeste, c'est-à-dire faire un spectacle autour de voilà, une restitution, comme si c'était une veillée, voilà, on voulait qu'on s'assoie et puis c'était diffusé. Et ça s'est fait. Ça a coûté la peau des fesses, mais là aussi, le parc a fait un effort extrêmement considérable. Alors, on nous a reproché beaucoup de choses, qu'on avait fait ça dans un lieu improbable où personne n'irait jamais parce que c'était... en même temps, on s'est dit, si on va le faire à Anduze ou à Saint-Jean-du-Gard, ça n'a pas de sens. C'est là, au cœur du territoire, qu'il faut le faire. Et ça a marché pendant de très nombreuses années. Je ne sais pas si ça fonctionne encore aujourd'hui ou moins bien, mais ça a fonctionné pendant 15 ans sans problème. Et je me rappellerai toujours, ça a été absolument fantastique, et c'est une des images que j'ai une grande force pour moi, puisque pour l'inauguration de ce lieu, c'est moi qui devait faire le discours et expliquer un peu notre volonté. Et bon, j'avais préparé quelque chose, et puis en voyant
les populations qui étaient montées, mais presque tous les intervenants, pourtant il faut y monter là-haut, même les personnes âgées, que les familles avaient aidé à monter, les familles, si les gens n'avaient pas pu être là, les familles étaient là, certaines déjà étaient mortes, aujourd'hui il ne reste plus personne de cette enquête, les familles étaient là, et dans un plaisir extraordinaire, et ça je me suis dit, mais pour une fois, on n'est pas passé à côté de la plaque, le parc a joué vraiment son rôle. Et c'était tellement merveilleux que les gens étaient contents d'entendre ou de s'entendre ou d'entendre leurs parents ou grands-parents. Et en même temps, ça a suscité d'autres contes, d'autres histoires, et des histoires de chasse, et on n'en finissait plus. Et alors il y avait un apéro dînatoire, et on n'en finissait plus, et on n'en finissait plus. Si bien que moi, j'ai pas fait d'introduction, j'ai pas fait de discours, parce que ben voilà, c'était la population qui a fait le discours. C'était absolument extraordinaire. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs du parc, c'est certainement ça. En termes d'efficacité, peut-être qu'on peut s'interroger, mais en termes d'humanité, c'était extraordinaire. Compagnon du parc depuis le début, puisque du temps de Pierre de Montaignac, c'est-à-dire de la mission d'études, je participais aux réunions d'information pour faire à la claque, parce que souvent il était mis en difficulté et on était un petit groupe à soutenir son action. Donc je suis compagnon du parc depuis le début. Donc il y a énormément de choses qui effectivement, pour moi, ont été très 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 fortes. Mais bon, je vais évoquer quelques éléments dans ces deux commissions où je me suis vraiment investi, c'est la commission architecture et la commission culture. Alors, la commission architecture, elle était là pour définir, mais surtout gérer la politique architecturale du parc, qui à l'origine a été initiée, défendue, soutenue par une personnalité extraordinaire qui a été un de mes mentors au parc, qui était François Brager. Avec comme bras armé l'architecte François Joly, qui était dans les personnels du parc, lui. Et c'est une politique qui a été vraiment, au moins pendant très longtemps, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est un peu moins évident, parce que la politique phare, vraiment du parc, ou du moins la plus spectaculaire, parce qu'on voyait se faire les choses au fur et à mesure. Et donc c'est une politique qui est partie d'un postulat qui en plus était conforme à la réglementation des parcs, c'est-à-dire qu'on évitait toute construction en zone centrale, on dirait aujourd'hui le cœur du parc, mais au profit de la rénovation, de la restauration du bâti existant. Bon. C'est un bâti qui avait été abandonné, avec l'exode rural et surtout dans les hautes terres, il avait été plus que significatif, c'est 90-95% de la population qui était partie. Donc qui avait été abandonné, qui était en relatif mauvais état. Il a fallu faire d'abord un inventaire de tout ce qu'il y avait en cœur de parc et mettre en place des règles de restauration, de réaménagement, qui ont été des règles lourdes, très strictes, dans le respect le plus absolu des matériaux et des techniques traditionnelles. C'est-à-dire pour avoir un résultat patrimonial d'excellence, le plus excellent possible. Alors cette vision-là, cette réglementation-là, avait évidemment un revers à la médaille, c'est que c'était beaucoup plus coûteux. Et il y avait, ça impliquait des surcoûts qui quelquefois pouvaient être extrêmement importants. Quand on met des lauses sur 300 mètres carrés de toiture à la place de shingle, c'est sûr qu'il y a une incidence financière importante. Et là, le parc a souhaité, a jugé pour que ça réussisse, qu'il fallait qu'il finance au maximum les surcoûts imposés aux populations. Et ça pouvait aller dans des subventionnements extrêmement importants. Pour les agriculteurs résidant sur place, c'était 80% de subventions. Donc c'était quelque chose d'énorme. Et ça a permis donc qu'il y ait beaucoup de restauration.
et que donc on renouvelle ce bâti qui était ruiné, ruiniforme, et bien qu'il se reconstruise et dans des conditions patrimoniales donc d'excellence, je le redis, ça a permis aussi un essor démographique et de repeupler un peu, même notamment, la zone cœur de parc, qui était déjà un peu peuplée, mais qui, aux grandes dames peut-être de certaines personnes qui auraient voulu voir l'homme disparaître de cet espace, au contraire, c'est un espace qui s'est humainement régénéré et qui a été très très fonctionnel. Donc, un impact extrêmement fort et important. Et puis, il y a un autre aspect des choses dans lequel, alors là, je me suis plus particulièrement investi, c'est la dynamisation de certaines filières de la pierre, du bâtiment et de la pierre, qui étaient pour certaines tombées en désuétude la plus complète. Donc c'est essentiellement les couvreurs de l'ose, soit du schiste ou du calcaire, avec réouverture de carrières, et aussi l'utilisation de la pierre à sèche, qui donc a donné, alors là, ça n'existait plus. C'était, alors, il faut dire aussi que pendant très longtemps dans les Cévennes, ce sont les paysans qui étaient bâtisseurs et agriculteurs, hein. Au moins pour la pierre à sèche. Mais, et donc là, on ne faisait plus de pierre à sèche du tout dans les Cévennes. Et il a fallu redécouvrir cette profession, les savoir-faire, et là le parc a beaucoup aidé, il a fait rencontrer des gens, il a fait des formations, il a financé de l'information, on a fait énormément de choses. Et cette filière s'est totalement bien structurée au travers de l'association des bâtisseurs à pierre sèche, qui ont assuré leur propre formation pour développer le nombre de professionnels qui ne fait que croître d'année en année dans ce secteur-là du bâtiment. Et puis, un autre impact fort, c'est la formation, mais aussi du renouveau technique de la pierre sèche. Alors, il y avait des techniques de base, bon, bien sûr qu'il a fallu réapprendre, mais aussi, grâce à un partenariat avec des écoles d'ingénieurs, avec des instances professionnelles, etc., il y a des expériences qui ont été faites, des tests de résistance des murs à pierre sèche, qui ont permis d'établir des règles du bien construire à pierre sèche avec des abacs qui permettent de définir l'épaisseur du mur par rapport à sa hauteur, etc. Et ça a une conséquence fondamentale sur le développement de cette activité, c'est que ça permet, dans la mesure où il y a des règles et une étude technique sérieuse, c'est que les entreprises puissent obtenir des assurances décennales sur ce mode de construction, et aussi que les maîtres d'œuvre puissent prescrire la pierre sèche. Bon, chez les particuliers, ça ne posait pas trop de problème, mais surtout sur des chantiers publics. Et donc, on a tendance, aujourd'hui, on a vu Saint-André de Clermont, le pont refait à pierre sèche, etc., c'est-à-dire des choses qui sont extrêmement importantes. Et sachant que là, on rejoint tout à fait les aspirations du parc avec la construction durable, sachant très bien que la pierre sèche est un mode de construction totalement durable, contrairement au béton, au mur ourdé, au mortier, qui ne respirent pas, qui ne savent pas évoluer avec les mouvements de terrain, ils cassent. Et puis si on doit les refaire, un mur à pierre sèche, le matériau est là, on le réemploie, tandis que les murs ourdés, il faut tout mettre à la décharge, donc on est dans de la consommation. Voilà. Donc c'est, je trouve, vraiment dans le parc, une politique qui a été payante et tout à fait remarquable dans l'intérêt du parc, mais aussi fondamentalement du territoire. Dans cette commission architecture donc, et site, un peu plus tardivement, dans les années 90, fin des années 90, on s'est dit que c'était bien, on avait un inventaire précis, mais qui n'avait jamais été publié, du bâti en cœur de parc.
mais que en cœur, mais aussi en zone périphérique, non, aire d'adhésion aujourd'hui, attention au mot, il y avait des soucis de restauration aussi, parce que si le parc a eu une influence très forte en cœur de parc, ben, la vie a continué en zone périphérique. Hein. Et donc, on s'est dit qu'il faudrait peut-être faire un précis d'architecture vernaculaire, c'est comme ça qu'on a trouvé un mot un peu barbare, pour désigner un précis d'architecture qui pourrait être confié aux prescripteurs, aux maîtres d'œuvre, aux hommes de l'art, de façon à avoir bien en tête ce qu'était l'architecture dans les Cévennes, dans ces divers massifs, à savoir sur le mont Lozère, sur les Gouales, sur le Causse et dans les vallées cévennoles. Et bon, le parc a fait appel à une chargée de mission, une architecte chargée de mission, Hélène Bouchard-Seguin, qui a fait un travail tout à fait admirable et tout à fait remarquable. Et bon, j'étais président de la commission à ce moment-là, et donc je pilotais le comité de pilotage. Quand on a vu progresser ce travail, on a été subjugué, on a dit il faut peut-être l'élargir, que ce ne soit pas que vraiment l'architecture stricto sensus, mais qu'on s'interroge un peu sur pourquoi ces volumes, pourquoi ces formes, par rapport aux activités humaines. Donc elle a développé, et comme moi j'étais un peu spécialiste à la question, elle a travaillé là-dessus pour développer cet aspect-là des choses. Et puis quand l'objet a été préparé, bon, on s'est dit, mais c'est une ineptie de réserver ça à des professionnels. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'en faire un ouvrage grand public, puisqu'il n'existe rien, strictement rien, en Cévennes, dans le parc, et même en Cévennes en général, sur l'architecture cévennole, un travail sérieux, j'entends, peut-être que ça vaudrait le coup, sauf que là aussi, il y avait des coûts qui étaient relativement conséquents. Et je dois reconnaître que le directeur de l'époque, qui était Louis Olivier à ce moment-là, nous a écoutés d'une oreille très favorable et qu'il a été d'accord pour que cette espèce de fascicule devienne un véritable bel ouvrage. Hein. Le Maison des Cévennes, il s'est appelé. Alors, ne m'interrogez pas sur le titre, il a été très polémique parce que les Cossonards ont dit mais qu'est-ce que ça signifie, les Cosses ils sont où, l'éditeur, parce qu'on est passé par un éditeur, lui il a dit les Cévennes c'est vendeur, les Cosses ça allait pas, donc on retient, enfin bon voilà, et tous les noms, architecture vernaculaire, tout ce que nous on avait imaginé, évidemment pour le grand public ça passait pas, donc on peut contester le titre, mais le contenu lui, en revanche, il est extrêmement sérieux, particulièrement bien documenté en photo, bon, à partir du travail d'Hélène. C'est vraiment un très bel ouvrage. Et je me suis laissé dire que c'était l'ouvrage qui avait le mieux marché du Parc national des Cévennes. Donc voilà, on en est content. Si j'ai un souhait, un désir, alors ça c'est peut-être le conservateur du musée qui dit ça, c'est que la mémoire de ce qui s'est fait, de ce qui a existé, demeure, même si les choses évoluent, et que certaines choses qui ont été intéressantes, prémonitoires, deviennent aujourd'hui obsolètes. Mais au moins qu'on sache en conserver la mémoire.